bonsoir à tous. Déjà, merci à Unito et merci à Storyblock pour nous avoir hébergés ici. Aujourd'hui, nous allons parler de React Native. Combien de vous a déjà utilisé React Native? Mais non, bon. C'est bien. Donc, vous pouvez suivre le slide avec moi si vous avez votre téléphone. Vous pouvez juste scanner ça, comme ça vous pouvez l'utiliser chez vous après. Donc, mon nom est Joseph Joberno Virlado. Je suis software ingénieur. Je suis instructeur mentor chez Canada Learning Code. Et aussi, je suis mentor instructeur pour Coding Club Haïti, qui je suis haïtien. Donc, si vous avez déjà utilisé React Native, aujourd'hui, nous allons plonger dans tous les systèmes de React Native. Tout d'abord, je vais parler de l'introduction et contexte du sujet d'aujourd'hui. Je vais parler du problème de l'ancienne architecture et je vais vous faire une vue d'ensemble sur la nouvelle architecture, les migrations, les adoptions, l'intégration avec Expo, puis React avec la nouvelle architecture. Après, je vais passer aux questions-réponses. Tout d'abord pour l'introduction. Bon, en 2015, lors de la conférence de React, on a présenté React Native qui allait révolutionner la création des applications mobiles, que ce soit pour iOS et Android, c'est-à-dire cross-platform. Donc, Meta, qui est derrière, qui est le groupe Facebook à l'époque, a développé ces technologies pour pouvoir faciliter l'intégration de plusieurs équipes pour développer leurs applications, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, donc avec une seule base de code qui est le JavaScript. Donc, mais ils ont commencé avec les classes components, après React a évolué, ils ont évolué avec les hooks. Puis encore, il y avait beaucoup de problèmes, ils ont avancé une nouvelle architecture. Pourquoi une nouvelle architecture pour React Native? Parce que, comme vous le voyez, il y a beaucoup d'applications qui utilisent React Native, c'est-à-dire qu'il est déjà fait sur il y a Facebook, il y a Messenger, il y a Microsoft, Office, Shopify. Et ce sont des géants qui utilisent React Native. Donc pourquoi avancer une nouvelle architecture? Donc, si il avance une nouvelle architecture, c'est-à-dire qu'il y avait eu des problèmes. Donc, quel était le problème de l'ancienne architecture? Tout d'abord, les développeurs et React Native, ils parlaient toujours des développeurs de React Native parce que la technologie qu'on utilise est un peu lente. Et par exemple, comparable avec Flutter, comparable avec Xamarin, on dit toujours que la technologie est très lente, on ne peut pas faire des choses complexes avec. Donc, la raison pour laquelle, c'est parce qu'il y avait le bridge. Le bridge, c'est comme un pont qui permet la connexion entre le JavaScript, le code natif, le React Native, et les langages natifs. Donc, c'était ça, le bridge, c'était un pont. Avant, il fallait sérialiser les données. Puis ensuite, avec le bridge, on va transporter les données, ces données vont être désérialisées, tout ça. Donc c'est la raison pour laquelle il y avait aussi cette lenteur. Donc il y avait une communication dite asynchrone, c'est-à-dire pas totalement synchrone, un premier temps, après un deuxième temps, tout ça. Donc, puis il y avait la difficulté avec les fonctionnalités natives. Par exemple, il y a des développeurs qui viennent de Kotlin, qui viennent de Java, qui viennent de différents langages, pour Swift, pour les iOS, et ils voulaient faire des trucs un peu plus poussés, un peu plus complexes. Mais avec React Native, c'était un peu difficile d'appréhender ces nouvelles fonctionnalités. Donc tout ça fait que les autres technologies, comparées avec React Native, c'était toujours un peu en dessous par rapport avec toutes ces limitations. Puis par rapport avec les animations complexes, tout ça, performance, UI, on avait toujours eu ces problèmes. Donc je vais juste afficher l'image de l'ancienne architecture. Comme là, vous allez voir le code React ou React Native. Après, il y avait le JS Bundle qui compilait, transpilait notre code, puis sérialisé, traversé avec le bridge, donc pour aller vers les composants natifs. Les composants natifs, que ce soit caméra,
le Bluetooth, tout ça de votre téléphone. Puis on a utilisé Yoga comme un layout engine pour un moteur de rendu des pages, pour l'affichage de vos applications, le rendu, tout ça. Mais qu'est-ce qu'apporte la nouvelle architecture? Donc, pour pallier à tous ces problèmes, ils ont éliminé le bridge, donc le bridgeless. Puis, ils font, au lieu d'être asynchrone, ils ont fait que ça va être synchrone direct. Donc, ils ont créé avec pour éliminer le bridge, ils ont venu avec un nouvel concept qui est le JSC, qui fait référence directe aux objets natifs. Donc, pour faire cela, ils ont développé plusieurs outils que je vais parler dans le slide précédent, dans le slide suivant. Puis, ils ont éliminé le coût de la sérialisation, parce qu'avant, il fallait sérialiser les données, compiler en JSON, puis après ça, les transporter, les désérialiser, tout ça pour afficher, pour pouvoir communiquer avec les composants natifs. Puis, ça va facilite le développement des modules natifs. Donc, comment ils ont fait cela? Donc, là, d'abord, c'est l'image de la nouvelle architecture. Donc, ça, c'est votre code. Il va être le transpiler, compiler, tout ça. Donc, là, ils vont utiliser le JSC. Donc, pour pouvoir communiquer directement avec les composants natifs. Donc, le JSC, lui, il va compiler notre code, que ce soit pour Java, que ce soit pour Kotlin, C++, tout ça. Donc, directement avec les composants natifs de notre application. Donc, les composants de la nouvelle architecture. Il y a le JSC. Le JSC pour JavaScript Interface, il permet de... C'est avec lui qu'on a enlevé le bridge parce qu'il permet la communication directe entre les deux composants. Admettons que vous avez votre application avant, comment ça se faisait, vous voulez interagir avec le Bluetooth. Donc, vous allez faire appel aux API, lui il va transpiler, compiler tout ça, il va sérialiser, il va utiliser le bridge et puis en plus communiquer avec. Mais maintenant, avec le JSC, c'est complètement, et on a éliminé tout ça, donc ça va être directement lié avec nos composants natifs. Fabric. Donc, ils ont venu avec une nouvelle moteur de rendu qui est Fabric. Pourquoi? Parce que comme on va venir avec on va faire des choses beaucoup plus poussées, beaucoup plus complexes. Donc, ils ont venu avec le nouveau moteur de rendu. Donc, puis après, il y a Turbo Module. Donc, le Turbo Module lui-même, c'est lui il est type safe. Pour interagir avec les composants natifs, vous allez utiliser peut-être les interfaces TypeScript. Comme ça, lui, il va charger de communiquer directement. Il va charger le code en C++, parce que c'est écrit en C++. Il va directement communiquer votre code en C++ avec les modules natifs. Donc comme ça aussi, ça va être à la demande. Parce qu'avant, il fallait tout changer notre application au préalable pour dire qu'on va utiliser le Bluetooth, on va utiliser caméra, tout ça. Il fallait tout changer tous ces éléments au départ, même si on ne va pas tous les utiliser. Donc ça encore, ça va ralentir notre application. Mais avec Turbo Module, c'est fait à la demande. C'est-à-dire, on a besoin du Bluetooth. Le moment où on a besoin de ça, on peut interagir directement avec les composants natifs au moment qu'on a besoin. Et CodeGen, c'est lui qui va utiliser Turbo Module. Il est écrit en C++, il va compiler votre code si c'est pour Android, avec Java ou Kotlin, et si c'est pour iOS, ça va être avec Swift. Donc CodeGen, c'est lui qui est la base pour utiliser le Turbo Module pour compiler tout ça. Donc là, il y a une gamme de performance par rapport aux nouvelles architectures de Atlantic. Par exemple, le temps de démarrage, c'est, comme vous avez vu, plus bas égale à meilleur. Donc, c'est réduit de 60% du temps original. Animation est fluide, 65% du temps original. Appel à API natif, 40% du temps original. Et rendu des listes longues. Donc, avant, on utilisait flat list, mais
quand on met une liste de données, par exemple, sur un site e-commerce ou une application e-commerce, vous allez voir que ça lag un peu. Mais avec la nouvelle architecture, donc on peut faire des rendus de listes très très longs et ça ne va pas laguer. Tu vas voir que ça va être très 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 rapide en utilisant Fabric qui est le moteur de rendu. Donc là, c'est avec cette transition qu'il y a une nouvelle concept de RIA. Donc on peut voir ici que le temps que ça prend dans l'ancienne architecture, j'ai déjà visé la place. Donc ça c'est le nouveau architecture et ça c'est l'ancienne architecture. Vous voyez les deux, j'ai perdu de dire. Ouais. C'était très rapide dans le nouveau architecture et là c'est l'ancienne architecture. C'est juste le type qui est. Donc encore là on utilise de manière asynchrone comme je vous ai dit tantôt. Pour asynchrone, regarde comment ça faisait et maintenant regarde. Pour la migration, comment ça s'est passé? 45% des applications ont été migrées, 30% sont en cours de migration et 15% sont en planification de migration et 10% sont en attente. Mais cette statistique-là est basée seulement pour Expo, donc ce n'est pas tout l'écosystème avec React Native CLI, donc j'ai pris seulement le graphique pour Expo. Donc Expo qui est un écosystème autour de React Native, donc qu'il conseille d'utiliser maintenant parce que le framework ça évolue. Donc Expo c'est Software Mention. J'ai déjà fait un talk déjà à propos j'ai fait un beau retourner par rapport à ça. Qu'est-ce qui est Expo? Mais Expo c'est un écosystème autour de React Native qui permet de développer des applications beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire, si vous allez utiliser, si vous voulez démarrer un nouveau projet, donc sur le site de React Native, il vous conseille d'utiliser Expo parce qu'il y a déjà beaucoup de composants prêts à disposition, la migration est beaucoup plus simple, l'intégration avec plein d'outils comme le développement build, comme le CI/CD pour déployer vos applications directement au pipeline. Donc il y a beaucoup de choses que fait Expo. Mais je vais parler tantôt après de comment l'intégration s'est faite avec Expo. Donc il y a beaucoup d'applications qui ont déjà migré des géants. J'ai l'industrie par exemple Expensify qui était pour gérer les suivis des paiements. Il y a Kraken dans le monde du crypto, qui est une application très utilisée. Il y a Blue Sky, qui est très très intéressant. Le code est open source, c'est le concurrent à Twitter. Donc, après que le PDG de Twitter a laissé la compagnie, il a rendu à Elon Musk, ils ont créé Blue Sky. Blue Sky, c'est entièrement codé en React Native. Donc, lui, il utilise la nouvelle architecture et c'est avec eux qu'ils ont vraiment, avec ces géants, qu'ils ont vraiment testé la nouvelle architecture. Donc, ils ont mis ça open source, donc vous pouvez aller checker le code, vous pouvez aller regarder, vous qui faites déjà React Native, et vous allez apprendre beaucoup de choses. Et puis il y a Brigade aussi qui est une plateforme pour les freelances, donc qui est très utilisée dans la technologie. Et je ne sais pas si vous le savez, il y a Microsoft qui a créé React Native pour Windows et macOS. C'est-à-dire si vous connaissez déjà React Native, donc vous pouvez utiliser Microsoft, vous pouvez utiliser les paquets que Microsoft a créés pour Windows. Vous pouvez faire des applications pour Windows, pour macOS. Ce n'est pas seulement le mobile. Donc avec React Native, on peut faire aussi des applications pour Windows et macOS. Donc et ça, c'est pas Meta, c'est l'équipe Meta et l'équipe Microsoft qui est derrière. C'est pas seulement Meta, mais ils sont en collaboration comme ils l'ont fait avec une organisation CallStack. Si vous êtes en entreprise, vous voulez déployer votre application uniquement dans l'entreprise, vous pouvez utiliser CallStack, qui est une autre compagnie qui fait affaire avec, qui est en collaboration avec l'équipe de Meta, de même que Microsoft, et de même que Software Mention qui a créé Expo. Intégration avec Expo. Donc pour l'intégration avec Expo, la nouvelle architecture est activée par défaut. Toutes les applications que vous allez démarrer maintenant avec Expo, donc la nouvelle architecture est déjà activée. Puis la configuration est simplifiée.
Pourquoi on dit la configuration est simplifiée? Donc, si vous faites le React Native ANU, le React Native CLI, lui, c'est un peu plus compliqué de faire la migration parce qu'il faut aller mettre des différents bouts de code dans le Gradle pour Android, et il faut configurer le code file, il faut configurer beaucoup de choses, mais Expo, c'est déjà activé, donc vous allez juste aller dans votre JSON et activer si vous voulez désactiver en fait, mais c'est activé par défaut. Puis pour les modules Expo SDK, comme les modules, j'en avais dit, il y a beaucoup de composants avec Expo, que ce soit pour l'accéléromètre, que ce soit pour la caméra, que ce soit Expo Caméra, File System, SQLite, presque tous les systèmes pour interagir avec les applications, les composants natifs. Expo a déjà conçu beaucoup de composants par rapport avec ça. Bon, je vais les présenter après. Après, il est compatible avec la nouvelle architecture dès le SDK 51. Donc, Expo s'est misé là-dessus parce que ils ont déjà une base de développeurs déjà prêts qui utilisent déjà beaucoup Expo. Donc, dès le SDK 51, Expo a déjà mis le React Native, la nouvelle architecture en mode bêta. Donc, beaucoup de développeurs ont contribué, beaucoup de développeurs ont testé. Le groupe Discord est très actif. Moi aussi, je pose des questions, je réponds à des questions qui est vraiment intéressant. Et l'équipe derrière, puis après, ils ont validé les packages qui n'étaient pas encore prêts pour l'utilisation de la nouvelle architecture. Tout le monde s'est mis et la main. Puis c'est comme ça, dès le SDK 52, ils ont été déjà prêts à être migrés vers la nouvelle architecture. Ok, React maintenant avec la nouvelle architecture. Donc, comme il y a déjà beaucoup de vous ici qui utilisent React Native, donc React Native, si vous connaissez déjà React, c'est vraiment facile de faire la transition vers React Native. Si vous avez déjà utilisé React Native, React, dans une soirée, vous pouvez regarder votre première application vraiment fonctionnelle parce que ça utilise React, tous les composants, tous les hooks React, ça fonctionne de la même façon dans React Native. Mais React a fait une transition récemment, il a lancé React 19, il y a beaucoup de composants, il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Donc l'avantage là-dessus, dans la version 0.78 de React Native, il a déjà intégré React 19. Donc React 19, il y a beaucoup de nouveautés. Donc, comme les nouveautés, je vais juste les citer, qui sont déjà, donc, qui sont très utiles et pourquoi ils sont dans React Native. Il y a le React Concurrent Mode. React Concurrent Mode, c'est tout ce qui est suspense, tout ce qui est priorisation des rendus. Ils vont utiliser le modèle de rendu de Fabric et tout ce qui est interruption et reprise. Tout ça, c'est le Concurrent Mode qui gère ça. Meilleure transition avec stop transition et transition que je vais montrer après. Donc, tout l'écosystème de React est déjà prêt à l'emploi dans React Native. Tout l'écosystème de React est déjà prêt à l'emploi dans React Native. Donc, il y a aussi le React Server Component pour ceux qui font du React. Il vient avec le serveur component qui était déjà dans Next.js, mais maintenant qui est par défaut dans React. Donc, tout ce qui est chargement séquentiel, réduction de la taille de JavaScript. Donc, avec tous ces avantages, avec l'avantage de React 19 surtout, donc, ça va permettre que nous allons avoir un bundle size de notre application beaucoup plus petit. C'est-à-dire, avant qu'on vous buildez votre application pour les stores, que ce soit Apple Store, que ce soit Google Play Store, pour React Native, peut-être ça va descendre à moins de 30% du mégabyte généré. C'est-à-dire, avant, on avait un bundle size beaucoup plus énergivore, mais maintenant, c'est beaucoup plus petit et meilleure gestion des données. Donc, tous les nouveaux hooks sont utilisables, que ce soit use transition, use optimistic, use different value, use pour les promesses et contexte, tout ça fonctionne dans React Native et la même chose. Vous pouvez utiliser d'autres librairies comme Stack Query et vous pouvez utiliser Sod, Justin, tout ça, ça va être pareil dans React Native. C'est-à-dire c'est vraiment facile à intégrer
l'écosystème de React Native. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, mais juste avant, je vais parler de... Ok, oui. Pour les composants natifs, comme je l'ai expliqué tantôt, je vais juste faire un appel là-dessus. Okay. Pour les composants natifs, quand vous développez votre application avec React Native CLI, donc ça va être vraiment facile d'intégrer React 19 et tout ce qui est serveur component, tout ce qui est les applications de type très complexes. Donc avec le développement des modules natifs, Turbo Module, Fabric, tout ça vont faire que votre système, votre application avec React Native va être beaucoup plus léger. Beaucoup plus léger dans quel contexte? Moi, j'ai fait une application avec React Native, puis j'ai essayé de compiler ça, de migrer vers la nouvelle architecture. Le bundle size est vraiment réduit, et aussi le fait d'utiliser les nouveaux composants comme, par exemple, pour les caméras. La caméra, moi j'ai fait une application du scanner. C'est pour une entreprise, je ne peux pas le présenter là maintenant, mais une application de scanner pour scanner les codes barres directement pour les colis, tout ça. Donc, le fait que j'avais la possibilité d'utiliser le Turbo Module, tout ça, pour connecter directement avec les composants vraiment natifs, de faire moi-même en Android, tout ça. Et donc, l'application était très rapide par rapport à avant la nouvelle architecture. Donc c'est vraiment intuitif d'utiliser la nouvelle architecture de React Native. Donc déjà merci. Donc, si vous avez des questions, je fais place aux questions. Et vous pouvez me contacter directement, peut-être pas maintenant si vous n'avez pas les questions maintenant, mais si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, il y a mon numéro, il y a mon email, tout ça. Si vous cherchez quelqu'un pour peut-être discuter un peu plus sur votre projet en React Native, en entreprise, tout ça, je suis disponible, vous pouvez juste me contacter. Merci. Une question. Ouais. Tu as dit Expo rend la transition ou la migration facile dans la nouvelle architecture. Qu'en est-il des applications qui ont été commencées sans Expo? Oui, les applications qui ont commencé sans Expo, j'ai expliqué ça. Ça va être un petit peu plus corsé, mais c'est vraiment facile. C'est-à-dire, vous allez modifier ils ont mis toute une documentation pour la migration. Je peux partager ça avec toi après, ou je peux toujours montrer ça. Ils ont mis toute une documentation pour pouvoir migrer vers le nouveau React Native. C'est-à-dire que c'est ici, pour l'Android, vous allez... Oh, je ne sais pas partager tout ça. Ok, pour les applications déjà faites sans Expo, donc vous allez directement dans votre Gradle, comme j'ai expliqué tantôt, vous allez apporter ces modifications, par exemple la nouvelle architecture, tu vas mettre ça à true ou à false, ça dépend de vous. Puis après, parce que c'est activé par défaut maintenant, si vous faites une nouvelle application, mais si vous ne voulez pas de la nouvelle architecture, il va alors modifier dans votre fichier Android Gradle properties. Là, vous allez mettre false. Puis, il y a d'autres choses à modifier pour iOS. Vous allez exécuter ce code qui est bundle xz pod install. Ça va directement mettre les dependencies dans le programme de votre application. Donc, il y a d'autres, mais avant le 0.78,
Il y avait d'autres trucs à modifier aussi, donc il faut retourner pour la version spécifique de votre application. Par exemple, si vous êtes sur React Native 0.68, ça ne va pas être la même chose si vous êtes sur 0.78. Donc, à chaque version, on va vous expliquer comment faire cela. S'il y a une question. Moi j'ai une question. Aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi les limites de React Native? C'est-à-dire que quel type d'application tu ferais pas en React Native avec tous ces gains de performance, avec cette nouvelle architecture? Je te dirais, en gros, et là on est arrivé à cette step parce qu'avant il y avait certaines applications que tu ne ferais pas avec l'ancienne version. Et aujourd'hui, je dirais en gros, ça a passé quel step? Par exemple, je sais pas, je fais Duolingo avec, ça poserait aucun problème. Je ferais quel type d'application tu partirais pas avec React Native, tu dirais qu'il y a encore des limites parce qu'il y aurait des manques de performance. Parce que c'est assez difficile de se rendre compte avec des plus 60% de gains de performance, de se dire ok, quand est-ce que je devrais l'utiliser et quand est-ce que je ne devrais pas l'utiliser. Okay. Moi, j'ai une philosophie par rapport avec ça. Donc, si je vais partir sur une cross-plateforme, c'est-à-dire que ce soit Flutter, Xamarin, moi, je vais faire partir sur React Native par rapport à la nouvelle architecture. Mais si je veux vraiment quelque chose de performant, que ce soit pour les rendus, que ce soit pour la rapidité, que ce soit pour le bundle size, que ce soit pour les applications de type qui vont utiliser beaucoup d'animations, donc là, je vais plutôt axé sur les natifs. Je vais faire ça avec Kotlin, je vais faire ça directement avec le Swift pour iOS. Mais si pour cross-platform, jusqu'à présent, je vais aller avec React Native par rapport aux applications que je vais faire. Okay. À moins que ça nécessite beaucoup de choses en mémoire. Donc là, on va aller sur le natif. Il y a une personne qui m'a dit si ton application c'est un sidecar, c'est correct que c'est React Native, mais si ton application c'est genre ton produit c'est ton application, tu vas en natif. Ouais. C'est ça. Oui, il y avait un benchmark de la nouvelle version, la nouvelle architecture versus l'ancienne architecture. Est-ce qu'il y a des benchmarks qui existent avec les autres frameworks de Flutter? Oui, il y a un benchmark avec Flutter que j'ai vu récemment, mais en fait, le problème qu'il y a avec ça, ces benchmarks sont souvent biaisés. C'est-à-dire, il va y avoir une préférence. Parce que tu sais, les applications mobiles, donc ça dépend du contexte, ça dépend du projet. Ça va être mieux dans tel projet, ça va être mieux dans un autre projet. Donc, le benchmark, je ne voulais pas partager directement le benchmark pour dire par rapport avec tel framework que c'est bon ou c'est pas bon parce que la vie est peut-être biaisée. Peut-être c'est un développeur Flutter qui n'aime pas React Native, que lui, il aime Flutter, il veut prouver à tout le monde que c'est Flutter, mais pas directement avec React Native d'une façon officielle à présenter un benchmark qui dit, OK, voilà, versus les autres frameworks, c'est comment. Bon, à ma connaissance, je n'ai pas trouvé ça, j'aimerais bien, j'ai fait des recherches là-dessus, mais j'ai vu que c'était un gars qui vraiment, mais il y avait beaucoup de gens dans les commentaires, parce que c'était sur Medium tout ça, qui a dit que ouais, l'application que tu as utilisée, c'était pas les vraies, réelles conditions que tu devrais montrer la puissance de React Native. Ouais, c'est ça. Tu disais qu'avant la nouvelle architecture, pour appeler des API natifs, c'était asynchrone, puis maintenant c'est synchrone. Ouais. Puis tu dis que ça fait en sorte que c'est plus rapide. Oui. Je comprends peut-être pas le sens dans lequel tu emploies synchrone et asynchrone ici, parce que je pense par exemple à Node, si tu fais read file sync, c'est plus lent que si tu fais read file et que tu fais d'autres choses pendant ce temps-là. C'est quoi la différence? La différence, c'est, j'ai expliqué ça dans les composants quand je présentais les composants. Donc, avant, asynchrone, mais ils utilisaient le bridge, c'est-à-dire il y avait une première étape qui est la sérialisation. Tout d'abord, on faisait notre code React Native, Vue, texte, tout ça. Puis il y avait la sérialisation directement. Puis avec le bridge, le pont, ça va transporter. Après ça, ça va être désérialisé, qui va être un peu plus coûteux. Parce qu'on n'interagit pas directement avec le natif. Donc c'est comme tous les cross-platforms, c'est ça. Pour moi, leur problème, c'est ça. Il faut toujours une étape pour aller vers le natif. Mais si l'étape
effet à une autre étape. Il y a plusieurs étapes, c'est là le problème. Mais avec le JSC, qui s'assure de manière asynchrone, mais avec le JSC, c'est synchrone, c'est-à-dire c'est direct. Je sors du natif, donc du code natif, du React natif. En fait, tu vas aller directement vers, on a éliminé tout le bridge, toutes les sérialisations, on va aller directement dans le code natif. Ça, c'est bien parce qu'ils ont développé différents composants. Il y a le turbo module, il y a le code gen, qui fait que c'est avec C++. Donc, ça va compiler directement le code natif au même moment. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est un peu plus rapide par rapport à ça. C'est ça dans Fait que dans le fond, ce que tu veux dire, c'est que la sérialisation le plus. Puis le I, c'est pour interop, puis I guess que c'est un binding entre deux langages, puis c'est ça. C'est là que c'est la performance que tu gagnes, c'est la sérialisation que tu veux. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça, je vais chercher ça sur la documentation, tu vas voir que le fait que c'est bridgeless, je ne vais pas ça directement dans la documentation, mais c'est quelque part ici. Donc c'est bridgeless, c'est-à-dire le fait seulement d'éliminer le bridge, on gagne beaucoup en performance par rapport avec comment la communication s'est faite avant. Mais encore single thread, right? C'est ça. Oui. En tant que tel, je dis ça, mais on a eu genre cette semaine, on a un nouveau qui est dans le bloc là, avec Lynx. Lynx, ouais. Qui a une architecture genre dual thread, que tu as l'autre thread. Mais avec Lynx, lui, c'est toujours sur React 7, je crois. C'est développé par Raiden, c'est utilisé dans TikTok, c'est une nouvelle application, c'est une nouvelle manière de faire des applications avec React aussi. Donc, c'est un concurrent direct à React Native, mais je pense qu'il faut faire ses preuves par rapport à React Native, tout ça, les nouveaux. Parenthèse sur Lynx, moi je trouve ça vraiment cool qu'on ait un UK dans le bloc en termes de framework cross-platform, parce que competition drives innovation. Mais ce que je trouve particulier en fait, c'est que l'approche que Lynx prend pour multi-thread, en fond, avec le main thread et le background thread, c'est quelque chose que Reanimated de Software Mention fait depuis des années. Fait que quand on fait des animations en Reanimated sur React Native, quand tu regardes dans le bundle et le code en arrière, eux, leur terme pour faire du thread hopping, qui allait faire du calcul sur un autre thread, et ainsi de suite, ils appellent ça workthread. Ils spin up un JS workthread, puis ils font la même chose. C'est possible aussi de faire ça. C'est possible, mais en fait, la différence, c'est que tu as une numérique qui le fait, puis là, c'est vraiment, ça va être. C'est dans ta face que tu peux le faire. Ouais. Puis je pense que React Native aussi, on parle encore de ça, mais je pense que React Native pourrait aussi éventuellement peut-être prendre cette partie-là de React Native et faire en sorte que ce soit parce que c'est du core framework de React Native. Je trouve que c'est quand même bien. Ça, je pense que ça va rester plus au côté du software mention avec Expo parce que ça React Native il va pas vraiment implanter tout le système aussi. Il va pas venir avec directement Expo router. Il va pas faire ça, il va faire le système routing. Donc ils vont rester comme React. Ils vont rester sur le plus simple. Puis il vous conseille d'utiliser Expo, il vous conseille d'utiliser CallStack, il vous conseille d'utiliser d'autres frameworks pour pouvoir étendre votre objectif. Tu avais une question? Ok, pues, Merci. la cuestión es por rapport à la peut-être c'est pour Expo et pour vraiment le React Native. Parce que je connais déjà qu'il y a la possibilité de faire les bundles pour les différentes plateformes, Android et Apple. Mais avec la nouvelle architecture, est-ce qu'il y a d'autres plateformes ou est-ce qu'avec ça que tu as dit, que le bundle c'est minimum, on peut utiliser Expo pour faire les applications web, mais avec les nouvelles architectures? Je vais essayer de répondre quand même, je ne sais pas trop compris, mais oui, on peut utiliser Expo pour faire des applications web. Et puis Expo, ils ont le Software Mention Expo, ils ont sorti, ça fait déjà longtemps. Avant, ils avaient Expo Build pour faire des applications. Maintenant, c'est EaseBuild qui est très intéressant pour
pour faire des applications, que ce soit pour iOS, que ce soit pour Android, très facilement pour builder votre application. Et c'est même EaseSubmit qui peut directement publier ça sur vos stores. C'est-à-dire, vous faites l'application, vous passez une seule ligne de commande, je vais juste vous montrer ça. C'est une seule ligne de commande. C'est bien avec les nouvelles architectures. Non, c'était déjà là. C'était déjà là. Mais avec la nouvelle architecture, le bundle size est réduit, comme tu as mentionné, et vous allez gagner en performance aussi. Et puis, ça va être déployé beaucoup plus rapidement parce que EaseBuild, donc ça prend environ 13 ou 14 minutes, quelque chose comme ça, pour builder votre application sur le service. Mais maintenant, si vous avez un bundle size beaucoup plus petit, donc là encore, vous allez gagner un peu de temps. Il y a aussi un autre truc, RSPack, genre de Linux aussi, que tu peux utiliser aussi avec React Native. Fait que tu peux aussi gagner la performance en dev, puis iKes aussi en build. Ok. Merci pour l'info. Je vais chercher. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, suggestions. Bon. Merci à tous.